Je vous souhaite la bienvenue dans En cas de tracas. Ici, on parle d'alimentation émotionnelle, sans détour, sans tabou et toujours avec nuance. Je suis Julie Rojon, votre hôte, formatrice, autrice et spécialiste de cette thématique complexe. Ce podcast, je l'ai créé pour toutes celles et ceux qui veulent comprendre ce qui se joue dans leur rapport à la nourriture et aussi pour les pros qui les accompagnent. Parce que derrière ce que l'on mange, il y a ce qu'on ressent, il y a ce qu'on vit. Manger est un langage, apprenons à le décoder ensemble. Alors aujourd'hui, on est sur un épisode un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer jusqu'à présent. Puisque j'ai envie de vous lire une lettre que j'ai écrite à une adolescente dans le cadre d'un accompagnement, d'un projet que je suis actuellement, un projet sur, je sais pas comment on peut l'appeler, projet, programme, à destination des thérapeutes sur le sujet de l'insatisfaction corporelle. C'est un programme qui est mené par Zoé Desbouis, que j'ai déjà reçu dans ce podcast, que vous avez peut-être écouté sur le sujet de l'insatisfaction corporelle, qui était avec Roxane Turgon. Et là, ce programme, il est orchestré par Zoé Desbouis et Amélie Carlo Chichou. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez vous rapprocher d'elle. Donc, c'est à destination des thérapeutes et on fait pas mal voilà, de recherches, de travaux. Et comme je vous le disais, il y a un exercice qui nous est proposé qui est d'écrire une lettre à une adolescente sur justement ce sujet du corps. J'ai trouvé que c'était vraiment un levier très intéressant de mobilisation de nos valeurs, de ce qui est vraiment important pour nous, de ce qui peut nous révolter. Et donc cette lettre, eh bien j'ai envie de vous la lire parce que je suis persuadée qu'elle aura un écho chez vous. Les adolescentes, j'en reçois régulièrement, très régulièrement en séance. Je reçois aussi parfois, des mères qui sont désemparées, face à l'insatisfaction corporelle, que ressentent, leurs filles et je me dis que cet outil-là, cette ressource, peut être un levier, qui est très intéressant et par ailleurs, m'écouter peut aussi, vous permettre de mobiliser, vos ressources et je l'espère, de vous indigner. Alors, c'est parti. Chère adolescente, j'aurais aimé que quelqu'un me dise ce que je vais te dire aujourd'hui. J'aurais aimé qu'on me mette en garde contre toutes ces heures passées à penser à mon corps, à mon apparence. Et pas seulement celles devant le miroir, mais celles aussi passées à me comparer, à me demander si j'étais assez bien, à me promettre que lorsque j'aurais maigri, alors je serais plus heureuse, plus confiante, plus légitime, plus aimable. Et avec le recul, je trouve ça vertigineux. Parce que tout ce temps passé à vouloir modifier mon apparence est un temps que je n'ai pas passé à faire autre chose, à apprendre, à créer, à lire, à rencontrer, à expérimenter, à contribuer, à vivre. Et bien sûr, je me jette pas la pierre. Tomber dans ce panneau est profondément humain. J'ai grandi et tu grandis dans une société qui parle sans cesse du corps des femmes. Une société qui les regarde, qui les évalue, qui les commente, qui leur explique très tôt ce qu'elles devraient être ou ne pas être. Et tout ça est tellement omniprésent qu'on finit par croire que c'est normal. Que c'est normal de ne pas aimer son corps, de vouloir le corriger, de passer sa vie à essayer d'être plus mince, plus jolie, plus désirable. Mais si on fait un arrêt sur image, ça n'a rien de normal. Pourquoi tant de femmes passent-elles autant de temps à penser à leur apparence? Pourquoi leur valeur est-elle encore si souvent associée à leur physique? Pourquoi continue-t-on à commenter leur poids comme si c'était une information essentielle? Et surtout, à qui profite cette obsession? C'est une question centrale. Parce que pendant que nous sommes occupés à nous demander si notre ventre est assez plat ou nos cuisses assez fines, nous ne sommes pas occupés à autre chose. Nous ne sommes pas en train d'écrire des livres, de faire de la politique, de créer, d'inventer, d'occuper l'espace. Et je sais que mon discours peut paraître un petit peu radical, mais je crois sincèrement qu'une société qui pousse les femmes à être obsédées par leur apparence est une société qui limite leur pouvoir. Et si toutes les femmes qui ont marqué l'histoire avaient consacré leur énergie à poursuivre un idéal de beauté, où en serions-nous aujourd'hui? Quand je pense à Simone Veil, je ne pense pas à son poids, je pense à son courage, à ses combats, à ce qu'elle a apporté à la société française. Et pourtant, combien de jeunes filles grandissent encore aujourd'hui avec l'idée que leur corps est leur principal projet? Le plus triste, c'est que cette quête ne tient jamais ses promesses. On nous vend l'idée que la minceur apportera la confiance en soi, l'amour de soi, le bonheur. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, parce que le problème n'a jamais été le corps,
Parce qu'un idéal impossible à atteindre finit toujours par produire de l'échec, à l'image des régimes. Et plus on cherche à se conformer à quelque chose d'intenable, eh bien plus on a l'impression de ne jamais être assez. Alors on recommence, on essaye encore, on culpabilise, on se compare, on se fustige. Et c'est une histoire sans fin. Et pendant ce temps-là, la vie passe, les semaines, les mois, les années. Et j'ai aussi envie de te rappeler quelque chose. Aucun enfant ne devrait grandir en entendant des commentaires sur son corps. Aucune adolescente ne devrait avoir à se demander si elle est trop grosse, trop maigre, trop ceci ou pas assez cela. Le corps d'un enfant ne devrait jamais être un sujet de conversation. Jamais. Parce qu'à force de répéter à quelqu'un que son apparence compte, il finit par croire qu'elle résume finalement qui il est. Or c'est faux. Totalement faux. Ton apparence est la première chose que les gens voient, c'est vrai. Mais elle ne dit presque rien de toi. Elle ne dit rien de ton intelligence, de ton humour, de ta créativité, de ta sensibilité, de ton courage, de ta capacité à aimer, de tes rêves, de tes aspirations. Alors oui, je crois qu'apprendre à résister à tout cela est un acte important. C'est même un acte de résistance. Refuser de passer sa vie à poursuivre un idéal impossible. Refuser de laisser son estime de soi dépendre d'un chiffre sur une balance. Refuser de financer une industrie qui prospère sur nos complexes. Refuser de croire que notre corps est un problème à résoudre. Et je sais, c'est pas facile de nager à contre-courant. Ça demande du courage, de la détermination. Et parfois on doute parce que la société nous fait douter. Mais je crois profondément que cela en vaut la peine. Parce qu'au bout du compte, la vraie question n'est pas à quoi tu veux ressembler. La vraie question est quelle vie veux-tu vivre? Qu'est-ce qui mérite réellement ton temps, ton énergie et ton attention? Avec tout mon amour. J'espère que cette lettre vous aura fait du bien, que ça vous aura fait du bien de m'entendre autant que ça m'a fait du bien de l'écrire. Je vous dis à très vite dans 4 tracas. Je vous remercie sincèrement d'avoir écouté cet épisode d'En cas de tracas. Si vous êtes professionnel ou que vous êtes en projet de reconversion et que vous souhaitez aller plus loin, ma formation Accompagner et créer sa propre méthode en alimentation émotionnelle est là pour ça. Vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et si le contenu vous a parlé, pensez à le partager ou à laisser un avis. Je sais, ça peut être pompeux d'entendre ça à chaque fois, mais ça compte vraiment beaucoup pour faire passer le message et pour permettre à ce podcast d'acquérir de la visibilité. Alors je vous dis merci et à très vite dans un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous.